Donald Trump et Marine Le Pen seront-ils présidents en 2017 ? La question se pose, et bien d'autres. Le populisme a-t-il des frontières ? Est-ce qu'il est différent en Europe, aux États-Unis ? On en débat avec nos deux invités. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Henri Dellers-Neider, vous êtes historien spécialiste du populisme et de l'extrême droite en Europe. Vous êtes l'auteur de Démocratie en péril, que voici. Et François Durper, vous êtes spécialiste des États-Unis, vous êtes l'auteur d'un livre récent, Le Petit Trump illustré par l'exemple. Vous avez beaucoup de travail en ce moment, je pense qu'il n'est pas complet. Et enfin, la présidente, on reconnaît ici Marine Le Pen, donc c'est une bande dessinée, c'est de la fiction, oui. voilà. Mais dans la présidente, c'est Hillary Clinton la présidente. Oui, d'accord. Donc en tout cas, merci à vous deux d'être là. Et déjà, François Durper, je vais vous poser cette question, Donald Trump et Marine Le Pen président, vous y croyez ? Alors, je crois... C'est difficile pour un historien, mais je l'ai déjà fait dans la présidence. Vous l'avez imaginé. J'ai annoncé plutôt que ce serait Marine Le Pen en France et Hillary Clinton aux États-Unis. Je pense que paradoxalement, Marine Le Pen a plus de chances en France qu'aux États-Unis. D'abord parce qu'il y a une différence institutionnelle, c'est-à-dire que Donald Trump, c'est comme une Marine Le Pen qui aurait gagné les primaires. Il a gagné la primaire du Parti républicain. Imaginons Marine Le Pen dans quelques années décidant d'être dans la primaire à droite et la gagnant. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais de ce fait, il y a une bipolarité de la vie américaine. Ça risque d'être quand même très compliqué, d'autant plus que la stratégie de Donald Trump est une stratégie pour le moment perdante. Du côté de Marine Le Pen, il y a une mécanique qui va s'enclencher. Ça va dépendre beaucoup, je pense, de la victoire ou non de Nicolas Sarkozy ou d'Alain Juppé lors de la primaire à droite. Donc on suivra ça avec attention. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Durper ? Je commencerai par une boutade. Les prévisions sont toujours hasardeuses, surtout lorsqu'elles portent sur l'avenir. C'est pas faux. Au moins, on ne se risque pas. Vous savez qu'entre historiens, on nous reproche souvent d'être des prophètes d'après-coup. On a bien pensé, on ne sait pas très bien. Qui aurait cru, par exemple, que l'URSS allait disparaître comme ça, donc au début des années que vous il vaut mieux pas de politique. Voilà, parce que c'est vrai que vous avez raison, Donald Trump, beaucoup de personnes ont estimé, même des experts, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qu'il ne gagnerait jamais la primaire. Et ça a été la surprise. C'est vrai. Et en histoire, l'histoire se plaît à surprendre, notamment dans le domaine de l'horreur. C'est le philosophe Hegel qui a mis ça en évidence. Donc on est sûr de rien. Ceci dit, je ne sais pas très bien si elle va gagner, Marine Le Pen, mais je crois quand même toujours au sursaut populaire qui, au dernier moment, va se dire oui, on s'est à la limite avec triple guillemets, on s'est bien amusé, mais quand même, ça va pas aller avec elle. Donc, j'espère qu'il y aura un sursaut citoyen face à ce qui pourrait devenir une horrible farce historique. Alors, en revanche, est-ce que Donald Trump et Marine Le Pen, c'est la même chose, François Durper ? C'est plus la même chose qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire que Donald Trump, c'est pas tellement du populisme classique à l'américaine. Je prends deux exemples. Sur le plan économique, il ressemble pas tellement au populisme américain, même du Tea Party. Il n'est pas tout le temps contre Washington, il n'est pas tout le temps contre les taxes. Même s'il dit qu'il faut baisser des impôts, il a inclus dans sa plateforme des propositions conservatrices du Parti républicain. Et puis, vous aurez remarqué qu'il a beaucoup de télé-réalité dans son discours, dans sa manière d'invectiver. Donc c'est un populisme très méconnu, mais du côté européen, on s'y retrouve parce que dans son champ lexical, bien, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans le discours, par exemple, d'un Jean-Marie Le Pen, et sur le plan du programme, dans le discours et dans le programme du Front National. Je prends un exemple, c'est un discours anti-mondialisation, c'est un discours des frontières, et c'est un discours qui est contre le libre-échange. Et ça, c'est très surprenant. Il y a quelques années, aux États-Unis, américanisation et mondialisation, c'était des synonymes. Et là, on a une campagne très anti-mondialisation. Donc, je dirais qui peut surprendre de la part, en plus de Donald Trump. Il est quand même plus... Oui, un milliardaire. Qui fait des affaires, donc c'est vrai qu'il a... Alors ça, c'est le point commun. C'est-à-dire que la vie de Marine
Marine Le Pen et son parcours, la vie de Donald Trump et son parcours, sont beaucoup plus proches des élites mondialisées qu'il dénonce que du citoyen américain du Dakota du Nord ou du chômeur français d'une ville où on connaît la difficulté. Donc ça, c'est le point commun et c'est aussi une des peut-être... Et c'est en cela qu'ils sont des démagogues très dangereux. Il y a un autre... C'est parce que, excusez-moi Henri de Lersmeyer, c'est parce qu'en fait, il fait appel à tous ces gens qui sont déçus, c'est ça, en fait, comme Marine Le Pen bien sûr, le populisme fleurit, excusez du mot, mais se dégage d'une société dont les couches populaires les plus fragilisées trouvent qu'elle est essentiellement injuste. Ils se sentent déclassés, beaucoup. Ils le sont. Ils se sentent déclassés, ils le sont. Parce que, par exemple, la white working class aux États-Unis, c'est l'électorat de Donald Trump, celui qui fait son élection lors de l'élection primaire. Le prix Nobel de 2015, Angus Deaton, a bien montré que sur les 35-49 ans blancs aux États-Unis ouvriers, c'est la seule communauté aux États-Unis qui a vu sa mortalité augmenter dans la période récente, dans les 20 dernières années. Donc c'est aussi une réalité. Désindustrialisation. Voilà. Et est-ce qu'on constate la même chose en Europe, en France notamment ? Oui, avec des nuances toujours. Parce que je vais dire que les couches populaires se sentent larguées. C'est une expression assez familière. Mais je crois qu'il y a un populisme aussi de la prospérité. Autrement dit, vous avez des couches sociales qui se disent ben pour moi ou pour nous, ça va bien, on veut rester entre soi, et finalement, on se dit on ne veut pas continuer à payer des taxes pour les plus pauvres, etc. À la limite, vous connaissez l'expression salaud de pauvre, quoi. Ouais. C'est très fort ce que je dis, mais je trouve qu'il y a une sorte d'égoïsme socio-économique qui est en train de s'installer, et ça s'explique, par exemple, la Belgique d'où je viens, vous avez le Nord, la Flandre, qui économiquement va très bien, tandis que la Wallonie a perdu ses grandes industries, donc du charbon et de la sidérurgie. Pourquoi font-ils continuer à soutenir financièrement, économiquement, une région soi-disant en perdition ? Henri a raison sur la question sociale, elle est importante. La question économique et sociale est importante. Il y a la question identitaire qui est aussi en commun. Évidemment. C'est-à-dire que Donald Trump développe l'idée du mur avec le Mexique, développe l'idée qu'il ne faut pas faire rentrer des musulmans sur le territoire américain. Marine Le Pen, on sait, développe avec un vocabulaire beaucoup plus policé, des thématiques qui sont semblables sur le plan identitaire. Hein, c'est-à-dire que lorsque vous allez à un meeting du Front National, les gens disent dans le meeting du Front National, on est chez nous, on est chez nous. Et on est chez nous, ça ne veut pas dire on est chez nous dans une France multiculturelle où tout le monde est chez soi. On est chez nous, ça veut dire la France aux Français de souche, même si ça ne se dit plus de cette manière-là. Mais il y a aussi un rejet des partis classiques, ça on le constate. Exactement. Alors c'est évident effectivement aux États-Unis, mais en Europe c'est la même chose. En Europe. En France, on sent bien qu'il y a ce rejet et de la droite et de la gauche, et on se dit alors pourquoi pas le Front National, eux ils n'ont rien fait. C'est vraiment cette logique-là qui est menée. Il y a deux types de populisme. Il y a d'abord le populisme protestataire. Autrement dit, c'est le pays d'en bas qui en veut à ceux d'en haut, quoi, qui trustent le pouvoir, etc. Mais il y a une autre forme de populisme, et vous venez de le dire, c'est le populisme identitaire. Autrement dit, là, le danger, d'où viendrait-il ? Il vient de l'extérieur. Autrement dit, l'immigration, l'islam, l'insécurité, les réfugiés, c'est tout à fait d'actualité, là, hein, vous le savez bien sûr. Donc, et à ce moment-là, il y a des ennemis à l'intérieur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce sont ceux qui sont pour la solidarité internationale. Donc, ce serait l'ennemi. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, c'est le danger venant de l'extérieur avec les alliés objectifs à l'intérieur du pays. Ça, c'est le national-populisme et le populisme identitaire qui est extrêmement opposé aux valeurs de la République. Alors, certains partis insistent sur le fait qu'ils sont populistes, peut-être, mais surtout pas d'extrême droite. Elle est où, la nuance ? Ça fait débat. Oui. La nuance, elle est dans le fait que vous voyez que Donald Trump comme Marine Le Pen sont prêtes à bouleverser leur programme en allant choper un peu du côté droit et du côté gauche. Regardez, l'intégration de Philippot à l'intérieur du FN fait que vous avez maintenant un discours qui est beaucoup moins libéral qu'il était auparavant. Ça fait d'ailleurs des frictions à l'intérieur du parti avec Marion Maréchal Le Pen. Et ça fait des frictions entre Donald Trump et le parti républicain qui, lui, est resté
beaucoup plus libéral que Donald Trump, qui lui est capable d'aller chercher des thématiques qui sont proches de Bernie Sanders parfois. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que la campagne de Hillary Clinton donne des leçons aux candidats européens qui voudraient battre les populismes. Non pas qu'elle ait complètement gagné, mais parce qu'elle a trouvé... Il est décroché, Donald Trump. Pourquoi il est décroché? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 jours lors de la convention démocrate? Eh bien, les époux Khan, qui sont des parents d'un jeune tué musulman d'origine pakistanaise, né dans les Émirats arabes unis, qui a été tué en Irak en 2004. Son papa, sa maman sont venus à la Convention démocrate, ont tendu à Donald Trump la Constitution en disant « Si vous aviez été président, notre fils n'aurait pas pu mourir pour notre pays ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a opposé au patriotisme d'exclusion de Donald Trump un patriotisme d'inclusion. Parce que tous ces populismes, ils font leur chou gras de quoi? Nous sommes la nation. Mais pour vous, ça veut dire que c'était un tournant. C'était un tournant, l'affaire Khan. Et c'est une leçon pour la France et pour les autres pays européens. Si vous êtes le monde contre la nation et que ces populismes incarnent la nation, vous êtes perdante. Je me rappelle d'une phrase de Marine Le Pen en 2008 qui disait au tout début de la campagne, moi j'aimerais bien avoir DSK contre moi, parce que c'est celui qui incarne le plus la mondialisation. Hillary Clinton, elle a compris face à Donald Trump qu'elle ne devait pas être la représentante du monde, mais d'un patriotisme américain, d'inclusion face au patriotisme de Donald Trump, qui est un patriotisme d'exclusion. Et depuis, pourtant, elle est mal aimée, Hillary Clinton. Et pourtant, elle est mal aimée, Hillary Clinton. On aurait pu dire qu'elle a réussi pour l'instant à décrocher. On verra effectivement si cette avance se maintient dans les sondages. Henri Delair-Snyder, on peut revenir aussi sur la montée du populisme en Europe. Et c'est vrai qu'il y a un populisme. Est-ce que c'est forcément mal d'être un parti populiste? C'est-à-dire qu'on a vu dans certains pays où ça pouvait fonctionner. Est-ce que c'est toujours vraiment négatif? C'est un terme fourre-tout. C'est aussi une façon pour une certaine élite politique, parfois médiatico-politique, de dire comme Molière, « Couvrez ce sein que je ne saurais voir ». Autrement dit, quand des couches populaires qui se sentent larguées, excusez-moi de répéter le même mot, qui se sentent en difficulté, pas de travail, etc., qui se disent « Oui, mais c'est quoi cette Europe ?» qui est une sorte de technocratie, une sorte d'Olympe technocratique. Ils se sentent perdus. Et s'ils émettent une protestation, c'est quand même indigne de dire « oui, mais ça, c'est populiste ». C'est une façon de se débarrasser d'un problème. Je trouve qu'il est intéressant et il est citoyen de se dire, la question est posée, mais ce qui ne va pas dans le mouvement national populiste, c'est qu'on y répond par la démagogie, par la flatterie, et aussi on intensifie les peurs. Ces populistes leaders intensifient les peurs pour se hisser sur le pavois du pouvoir. Et ça se termine toujours mal, parce que là, c'est l'autoroute vers un pouvoir personnel et autoritaire. Il ne faut pas confondre populaire et populiste. C'est-à-dire que le populaire est celui qui s'adresse à tous, et c'est très bien, on parle de post-démocratie parfois, de rapprocher le pouvoir du citoyen. En revanche, le populiste, ce n'est pas celui qui s'adresse à tous, c'est celui qui cherche à flatter l'ensemble des citoyens en étant prêt à tout. Ils ont des excès, mais ils ont aussi des contradictions. Et c'est ce côté démagogue que vous mettez en avant pour les populistes. On appelle ça poujadisme. Ou le poujadisme, effectivement, en France. Henri Delair-Snyder, merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous, François Durper. Je rappelle le petit Trump, démocratie en péril, et enfin la présidente. Encore merci.